Nicolas Lebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Vous venez de sortir ce petit ouvrage d'être aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout aux échappés, qui est un petit bouquin assez original dans la forme, parce que c'est une série de lettres que vous écrivez à des profils différents, à une caissière, à un ouvrier agricole, à un gendarme, à une senior, à un étudiant gay néo-parisien, dans lequel vous essayez de vous mettre un petit peu à sa place, dans ce qui se représente de la société, dans ses angoisses quotidiennes. Vous parlez à leur expérience de vie quotidienne, et donc vous essayez de contre-argumenter les arguments que le FN utilise auprès d'eux et qui peuvent les faire voter in fine au cours des prochaines échéances électorales. Pourquoi cette forme-là? Est-ce qu'on peut penser à la lettre à tous les Français de Mitterrand en 88? Mitterrand, dans sa lettre en 88, il dit « Je veux aussi vous parler de vous, de vos soucis, de vos espoirs et de vos justes intérêts ». On a l'impression que quand on lit votre bouquin, c'est un petit peu ça. C'est un appel avant la prochaine présidentielle. Alors celui qui a eu l'idée, c'était Riss, le patron de Charlie Hebdo, et je ne pense pas qu'il s'était inspiré de François Mitterrand. Moi non plus, mais la formule de Mitterrand, elle est excellente, c'est tout à fait ça. La lettre, ça permet d'aller discuter avec les gens, parce qu'il ne s'agit pas de contre-argumenter. Il s'agit en fait, en créant de l'être humain, en inventant des êtres humains, d'avoir des personnalités complexes. C'est-à-dire, quand on fait une analyse de sociopolitique, bien évidemment, on va dire le vote des femmes, le vote des ouvriers, etc. Mais vous, moi, quand on rentre dans un isoloir, on est à la fois un homme jeune qui fait tel métier, qui a tel niveau d'études, tous se rencontrent. Les êtres humains, ils sont multidimensionnels, et c'est tout ça qui fabrique le vote, en fait. Donc, à travers le biais de la lettre, on peut prendre le quotidien de la personne, voir les différents aspects de sa vie et voir comment ça rentre en relation avec les différentes manières dont il va y avoir une sociologie du vote FN et une cartographie du vote FN. Donc c'est une manière un peu plus sympa peut-être d'essayer de raconter ce qu'est la réalité politique présente, c'est pas du tout historique. Voilà. Vous dites dans votre livre, après le 11 septembre 2001 et après le 21 avril 2002, on a laissé ce pays dans une situation d'angoisse sociale et collective. Et je trouve que le fil rouge de votre bouquin, c'est de montrer à quel point les questions socio-économiques, elles sont structurantes dans le vote Front National. Vous développez un petit peu ça? Oui, tout à fait, parce que le débat est fait de telle manière actuellement qu'on est effectivement uniquement sur les problématiques identitaires. Ce que j'essaie de montrer, c'est que dans la production du vote, lorsque les gens vous disent « je vote Front National », ça va être effectivement sur des questions liées à l'immigration, des questions liées à l'identité. Mais derrière la représentation, il y a tout un jeu structurel, de structures socio-économiques, qui justement en fait permettent tout à fait d'expliquer ce vote. Quand vous avez 40% des artisans, 50% des non-diplômés qui votent pour le Front National original de 2015, c'est parce qu'ils sont dans une situation de non-insertion à la globalisation néolibérale. On voit aussi ça par rapport au choix des territoires. Donc il y a toute cette problématique qui va rentrer en jeu. Et avec une manière aussi, le Front National a un discours qui est un discours cohérent, clair sur ce qu'est la question de la globalisation, qui est la seule question essentielle en fait, si on y regarde. Il vous dit, la globalisation en fait c'est une orientalisation. Ça va être l'invasion migratoire, ce qu'on appelle l'invasion migratoire, ça va être le dumping social, ça va être l'industrie chinoise, ça va être le terrorisme, c'est l'Orient qui déferle sur l'Europe, la globalisation. Mais en même temps, c'est un message clair, cohérent, dans lequel tout rentre du kebab en bas de chez vous, au terrorisme qui se passe hier ou demain. C'est cohérent. Quelle est la question, quelle est la façon dont les autres partis politiques représentent la globalisation et quelle réponse ils donnent à la place de la France là-dedans? On a là, par contre, un certain déficit. Dans la lettre à une seigneur de Janville, vous lui demandez, c'est une femme qui vote à droite depuis un certain nombre d'années, qu'elle est maintenant attirée par le vote Front National, et vous lui dites, Madame, votre premier objectif serait de faire en sorte que votre droite, la droite, redevienne la droite. C'est en partie pour ça que le Front monte aujourd'hui? Tout à fait. Alors, on a plusieurs problèmes. D'abord, depuis les années 1960, à chaque fois qu'un parti de droite essaye de plagier un parti d'extrême droite, dans tous les pays de l'Union européenne, il y a en fait un transfert de vote qui se fait au bénéfice du parti d'extrême droite. C'est la fameuse formule « l'électeur préfère l'original à la copie ». C'était même la raison du choix du thème de l'immigration. De 72-78, le Front National ne parle pas d'immigration, il parle d'anticommunisme. Là-dessus, les partis de droite sont meilleurs. Il se met à parler d'immigration de manière à attirer la vie politique sur lui. Il vous faut ce que j'appelle la règle de l'autonomie de l'offre politique. Si vous copiez un parti politique qui est bien positionné sur un sujet, vous le fortifiez. Si la gauche copie la droite sur un thème sur lequel la droite est forte, c'est la droite qui gagnera, etc., etc. Ça marche dans tous les sens.
Donc on est sur une question centrale, avec une droite française qui depuis quelques années a beaucoup perdu de ses repères. Un des gros défauts des gens de gauche, c'est souvent de vouloir que la droite ressemble à la gauche. Ça ne marche pas comme ça, une démocratie. Dans une démocratie, il faut une droite tout à fait forte. C'est la Une droite, revitalisation du clivage. voilà, une droite qui ne doit pas être la social-démocratie, il n'y a aucune raison. Et une droite qui ne doit pas, bien évidemment, aller sur le banc du national-populisme. De toute façon, elle y perd elle-même et elle se décompose elle-même à la fois idéologiquement et dans son tissu militant. Dans le lettre à un gendarme, voilà, à la fin, vous terminez en disant ce mouvement, cette tectonique des droites. Si ce n'est pas Marine Le Pen en 2017 ou en 2022, vous vous dites que ce sera Marion Maréchal Le Pen en 2027. Elle aura alors 38 ans. Je trouve que c'est la lettre qui se termine avec l'absence totale d'alternative par rapport aux autres lettres. Pourquoi? Tout à fait. C'est fait exprès parce que c'est la lettre qui est en partie pour montrer la stratégie de Marion Maréchal Le Pen et qu'il ne faut pas avoir le fantasme uniquement justement pour les gens de droite, pour les gens de gauche, il faut battre Marine Le Pen, parce que vous pouvez battre Marine Le Pen, après il y aura Marion Maréchal Le Pen. La question de l'extrême droite, c'est une question au long cours. L'extrême droite française, elle est là depuis longtemps, on considère qu'elle se cristallise dans une vie politique il y a un peu plus d'un siècle, dans les années 1880, ça va encore durer très longtemps. La question n'est pas juste Marine Le Pen. On est toujours dans les rationnels avec le Front National. Quand on a un élu cantonal élu à Brignoles, on a toutes les télévisions, toute la presse pour un élu cantonal, et le FN lance le slogan « FN prenez parti de France » pour un élu cantonal. On est dans une situation où si Marine Le Pen n'arrivait pas au second tour, en ayant quand bien même un score historique au premier tour, on dira « vous voyez, c'est une catastrophe, c'est un séisme, c'est fichu ». Tout ça est totalement déraisonnable. Il faut prendre du recul et il faut comprendre que la question de l'extrême droite est une question au très long cours. Je finis sur un mot là-dessus. L'extrême droite, quand on la regarde historiquement, elle mute par rapport aux mutations globales géopolitiques. Notre national-populisme dont je parlais, il vient de la guerre de 1870. Le fascisme, il vient de la Première Guerre mondiale. Ce qu'on appelle le néopopulisme, quelqu'un comme Geert Wilders en Hollande, c'est après le 11 septembre 2001, etc. Aujourd'hui, on a une crise qui est une crise géopolitique depuis 2001, qui est une crise financière et sociale depuis 2008, et qui est une crise migratoire depuis 2015. On a ce grand choc géopolitique qui permet justement une mutation, une progression de l'extrême droite de manière rationnelle. Donc il ne faut pas juste regarder la question de Marine Le Pen. On est à moins d'un an de l'élection présidentielle. L'un des slogans de Marine Le Pen, c'est « La France apaisée ». Dans l'une des lettres, j'ai oublié laquelle, vous déconstruisez, entre guillemets, le discours de Marine Le Pen sur la France apaisée, en expliquant que sa stratégie in fine et sa définition de ce que doit être l'État repose sur une vision autoritaire et de la façon de faire de la politique et de gérer l'État. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? Oui, en plus je pense qu'elle est sincère là-dessus. On peut donner quitus à Marine Le Pen lorsqu'elle tresse les lauriers de Vladimir Poutine, lorsqu'elle explique la façon dont elle gouvernera la France. Je pense qu'elle est sincère dans sa manière de penser que c'est l'autorité qui permet de résoudre les problèmes. La France apaisée, manifestement c'est un slogan qui va laisser place, tout compte fait, au nom du peuple français, qui paraît un discours plus fin parce qu'il y avait beaucoup trop de décalage entre la France apaisée et Marine Le Pen, ça c'est clair. Moi je pense depuis un peu plus d'un an, à regarder l'évolution des enquêtes d'opinion, que pour 2015, l'enjeu central pour les candidats, c'est celui qui arrivera à représenter l'idée de l'autorité et l'idée du rassemblement. C'est la carte qu'elle a l'air de vouloir commencer à jouer depuis les estivales, justement, qu'elle n'arrivait pas du tout à incarner intérieurement. La France apaisée essayait de répondre aux problèmes lors des régionales. On avait vu que le report de vote de l'UMP vers le Front National était à peu près 40%, donc un très mauvais report de vote, donc le fait de ne pas gagner les seconds tours. Elle essayait de rattraper de ce côté-là, mais c'était un peu maladroit, c'était les images avec les petits chats pour apparaître moins sectaire, c'était un petit peu baroque quand même au niveau politique. Là, manifestement, depuis la rentrée, on sent quelque chose qui est plus affiné, qui essaye de se tenir dans l'arc entre les questions identitaires et les questions de souveraineté, avec des messages pour le peuple de droite, le capitalisme national, des messages sociopopulistes et la dénonciation de la post-démocratie européenne. Elle accomplit beaucoup plus l'arc, il me semble. On l'a dit, dans l'ensemble de votre ouvrage, le fil rouge, c'est, et l'un de vos objectifs, je crois, c'est de montrer en quoi la question économique et sociale, elle est structurante du vote Front National et Marine Le Pen. Dans une des lettres à un non-diplômé, vous expliquez, voilà, personne non diplômée aujourd'hui
et donc qui a envie de voter Front National aux prochaines élections, c'est celui qui a un vécu quotidien qui est structuré par les inégalités sociales. On est à moins d'un an de l'élection présidentielle, la Fondation Jaurès vient de sortir une grosse enquête sur l'état de la question sociale aujourd'hui en France, pour montrer que cette question-là, elle est tout aussi fondamentale que la question identitaire, pour d'une part que les gens comprennent et entendent un projet qu'on leur vend, et d'autre part pour répondre à leurs attentes. C'est aussi un appel aux autres partis politiques, faire en sorte que cette question-là soit structurelle dans leurs différents programmes et dans leur offre politique. Tout à fait, alors j'étais très content parce qu'on regarde forcément les critiques de presse, les premières qui sont parues dans Le Monde, dans Libé, dans les Arocs, disaient en fait le livre officiellement par le Front National, mais c'est un réquisitoire contre les autres partis politiques en même temps, une manière de rentrer dans... Et j'avoue, oui, c'était en sous-main, il y avait cette idée-là. C'est un leurre que de croire que de parler juste des questions identitaires et en particulier confessionnelles est ce qui va gagner. Je sais que Patrick Buisson est arrivé avant cette ligne en 2012 à Nicolas Sarkozy qui a perdu. Il semblerait qu'il y ait une partie de la gauche qui considère que la ligne qui a perdu en 2012 devrait être prise par elle. C'est étonnant quand même. Non, la question, d'abord la question de l'autonomie de l'offre politique, j'y reviens. La gauche, c'est d'abord la question du social en particulier. Si elle ne répond pas à ces questions-là, effectivement, elle n'a pas de raison d'être et l'électorat se déplace. Et puis toutes ces questions économiques et sociales perdurent. Vous citez l'étude que publie effectivement aujourd'hui la Fondation Jean Jaurès, mais elle fait écho à une étude qui était parue il y a plus de 10 ans d'Alain Merger et Philippe Guibert, qui montrait que chez les électeurs, quelles que soient leurs préférences partisanes, qui votent à droite, à gauche, à l'extrême gauche, à ce moment-là, les deux questions prioritaires étaient la question immigration, insécurité, effectivement. Mais c'était effectivement ces classes populaires qui étaient obsédées par ça. Il y avait bien des questions sociales qui produisaient leur attente sur ces questions identitaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça tombe pas du ciel. C'était les catégories populaires, pas les cadres sup, qui étaient les plus motivés sur ces questions-là. Donc toutes les questions identitaires, vous pouvez les relier à un certain nombre de questions sociales. Il y a une catégorie où les femmes survotent par rapport aux hommes pour le Front National. C'est les femmes employées, en particulier employées de commerce. Mais si vous regardez, ces femmes-là, elles représentent 80% des temps partiels. Les femmes, c'est 80% des temps partiels, c'est 20% de retraite en moins. Il y a toute une série de questions sociales qui fait que ces femmes peuvent adhérer à un discours qui dit il y en a, le système donne pour intégrer tout le monde, les immigrés en premier, mais jamais pour nous, travailleuses, qui nous occupons d'éduquer nos enfants, etc. Ce discours va être très fort. Mais donc, la question sociale, elle structure le vote, et la représentation identitaire vient matcher, comme on dirait aujourd'hui, par rapport à cela. L'appel est entendu, je crois. Merci beaucoup, Nicolas Lebourg. Je rappelle votre petit livre « Lettres aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout ». C'est aux échappés, c'est une lecture utile à quelques mois de l'élection présidentielle. Merci beaucoup. Merci.